Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho. On retrouve comme chaque semaine Philippe Manière, bonjour, président de Footprint, consultant, chroniqueur à l'Express. Vous nous parlez de la gauche, la croissance et les lendemains qui chantent dans votre chronique de cette semaine. C'est en lien direct d'ailleurs avec le sujet que l'on va traiter. Bernard Maris, bonjour. Vous êtes bien sûr chroniqueur à France Inter, Charlie Hebdo et membre du Conseil de la Banque de France. Alors, le retour à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler à 18 ou 19 ans et qui ont cotisé 41 ou 41 annuités et demie est présenté au Conseil des ministres. Un autre décret régulera le logement. Les toutes premières mesures de François Hollande ont leur part de symbole et font débat. Quelques réactions, on se retrouve après. C'est vrai que quand on a commencé à travailler tôt, 18 ans, 19 ans, qu'on a eu ces 41 ou 41 et demi années de cotisation, eh bien, on a le droit de partir à 60 ans. Eh bien, pour 100 000 personnes qui vont effectivement avoir la possibilité de partir plus tôt à la retraite, c'est des millions de salariés français qui vont payer plusieurs centaines d'euros de cotisation retraite supplémentaires. Aujourd'hui, nous allons modifier notre système de retraite, alors que même avec la loi de 2010, nous n'étions pas sûrs d'avoir un régime de retraite à l'équilibre à l'horizon 2018-2020. Et nous sommes d'autant moins sûrs aujourd'hui que la croissance est proche de zéro partout en Europe et que l'endettement de notre pays atteint des seuils critiques. Bernard, alors une première réaction, est-ce que finalement il s'agit d'une sorte d'évolution en douceur du projet initial de la gauche qui était tout de même le retour de la retraite à 60 ans ? Pas pour tout le monde. Hein. Je crois que, j'ai jamais vu dans les projets initiaux de la gauche qu'on ait promis le retour de la retraite à 60 ans pour tout le monde. Moi, je pense que c'est une manière de dire voilà, nous remplissons, nous faisons ce que nous avons dit. Je pense qu'il n'y aura pas de réforme vraiment brutale. Je pense que la réforme Fillon ne sera pas remise fondamentalement en cause, mais c'est une manière de dire les gens les plus défavorisés, eh bien nous les aidons. Donc de ce côté-là, c'est vrai que la mesure de Fillon est un petit peu injuste, c'est-à-dire qu'elle profitait globalement, on va dire, au cadre supérieur, aux gens qui étaient arrivés très tard sur le marché du travail, et ceux qui arrivaient très, très tôt sur le marché du travail, qui étaient peu qualifiés malheureusement, qui avaient peu de retraite, n'en profitaient pas. Donc de ce côté-là, c'est un retour à une certaine justice. Je ne pense pas que ça ira très loin. La seule chose sur laquelle je crois que le gouvernement est même très très prudent, je suis très très étonné pour l'instant, c'est sur la prise en compte des années de chômage dans le calcul des indemnités. Ça serait 2 trimestres de chômage qui pourront être pris en compte, les syndicats et 2 trimestres de maternité. C'est pas beaucoup, hein. C'est très très peu, et alors que les syndicats voudraient que tous les moments de chômage soient pris en compte dans le calcul des annuités. Bon, là je trouve que le gouvernement montre qu'il est extrêmement prudent sur cette réforme. Philippe. Écoutez, mesure symbolique. Bien sûr, on est dans le symbolique. Bien sûr, un élu, quand il vient d'être élu, est obligé de payer ses électeurs. Il avait eu la prudence de ne pas promettre monts et merveilles, François Hollande. Mais malgré tout, il y a 2 ou 3 sujets sur lesquels il faut qu'il livre un peu. Celui-ci en est un. Malheureusement, je pense que c'est une catastrophique mesure. C'est-à-dire que très clairement, on est aujourd'hui dans un monde qui est très hostile. L'économie est mauvaise. On est dans un cadre démographique qui continue à être défavorable à l'équilibre des retraites puisque l'espérance de vie continue à croître. On est en France le pays où on peut prendre sa retraite le plus tôt. C'est absolument insensé. On va absolument à l'encontre de ce qu'il faut faire. Alors maintenant, je ne suis pas insensible, moi, à la cause des gens qui ont commencé très jeunes. Évidemment, il faut faire quelque chose. Mais d'abord, les carrières longues avaient déjà été prises en compte pour partie par la réforme Fillon. Peut-être faut-il faire plus. 40 000 personnes environ, et là on parle de 110 000, 110 000 personnes par an. Si nous étions très riches, Stéphanie, si nous croulions sous l'argent juré, allons jusqu'à 200 000, faisons quelque chose qui nous permette tous de partir à 42 ans, ce serait sympathique. Juste, on n'en a pas les moyens, c'est déraisonnable. Alors maintenant, faut-il ne rien faire? Peut-être pas. Moi, on m'aurait dit, par exemple, on va remettre à plat la réforme des retraites, puis on va demander aux cadres qui ont commencé tard et qui sont généralement dans une meilleure situation à la fois financière et sanitaire, il faut le dire, c'est un vrai argument, au moment de partir à la retraite, on va leur demander de payer plus, de partir plus tard. Moi, on m'aurait dit, par exemple, que je partais plus tard. J'ai la chance d'être en bonne santé, je touche du bois et d'avoir un revenu décent. On me dirait, tu partiras 2 trimestres plus tard, de telle manière. C'est la mesure à l'envers, mais je ne la fais pas à l'envers, mais on n'a pas d'argent. Par contre, on a du temps. Donc, donnons du temps, pas de l'argent. Et on aurait très bien pu faire un cadeau aux gens qui avaient des carrières effectivement longues et qui avaient commencé jeunes et qui ne sont pas dans des jobs très qualifiés, à condition de faire financer ça par plus de durée de travail, par des carrières plus longues pour les autres. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on distribue autrement. Mais la chose qu'on n'a pas,
c'est l'argent. Vous vous rendez compte qu'on va c'est augmenter le les coût qui nous cotisations, gêne, on va en fait. augmenter les cotisations à un moment où on a un problème de compétitivité majeur et on va faire partir les gens à la retraite plus tôt alors qu'on a un problème de démographie. C'est insensé. Donc faisons des cadeaux avec ce qu'on a, c'est-à-dire du temps, de la redistribution à l'intérieur des périodes, mais certainement pas avec de l'argent et au prix de on va prélever sur les salariés et sur les entreprises. Ça me paraît doublement déraisonnable, honnêtement. C'est augmentation des 0,5% des oui, cotisations c'est vrai, patronales c'est et vrai. salariales C'est pas rien. en 2017. Hein. C'est pas rien. Mais je suis pas aussi pessimiste que Philippe. Je pense que la retraite à la carte ou par points, elle se fera tôt ou tard. Il n'est pas possible que la France continue à gérer la retraite de façon, on va dire, systématique et générale et globale avec des tranches, 40, ceci, cela. Non, je pense que des gens comme vous qui ont des métiers... Bon, agréable. Je ne sais pas si votre métier est agréable. Vous aussi, oui, j'espère. bon, on a la chance de faire partie des gens. Voilà. Bon, moi, ça ne me gêne pas si on me demande effectivement de cotiser plus longtemps. Donc, c'est une forme de redistribution, finalement, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faudra demander à des gens qui ont des métiers qualifiés, relativement bien payés, et qui ont exigé des études longues. D'être un peu solidaire. D'être un peu solidaire de ceux qui ont des métiers pénibles, etc. Et éventuellement, moi je pense que on va aller vers quelque chose de très très concret. Ça va être pratiquement du cas par cas la retraite dans 5 ans, 10 ans. Ça veut dire que... On n'est pas loin de l'arbitraire au passage. Oui, bien quand sûr. on est dans le cas par cas. Là, on a... Faut faire attention. Non, mais bien sûr, mais il va falloir donner la possibilité à ceux qui ont un métier qui est relativement favorable et agréable, et on va dire donc là, stimulant. vous rejoignez ce que dit Philippe. Finalement. Oui, bien sûr, il faudra, et je pense que ça va se faire. Si vous voulez, ce qu'a dit Michel Sapin est très très net. Ça veut dire on va pas revenir. Il n'y a pas de retour. Non, il n'y a pas de retour. Donc, enfin, il va falloir. Il va y avoir 3 milliards d'argent. La CFDT, qui va être à mon avis le syndicat en point dans les négociations, dit je veux une retraite par point. La retraite par point. Banco. Il y a des gens qui travailleront jusqu'à 70 ans. El Kabash, quel âge a-t-il? On le voit toujours, de tous les côtés. Bon, mais je pense que vous aussi, j'espère qu'on vous trouvera. J'espère que non, mais c'est vrai que pour nous, ce n'est pas une douleur. Et pour être très honnête, il y a quand même, heureusement, parce qu'on parle toujours des cas douloureux, et il y en a des cas douloureux, mais enfin, il y en a d'autres. Une grande partie des Français sont dans une situation à la fois d'agrément au travail et de conditions de santé qui leur permettent de travailler plus. Ils vivent plus longtemps, donc c'est parfaitement logique. Encore une fois, moi, on m'aurait dit, on veut faire une différence plus marquée entre ceux qui ont toutes les chances et ceux qui en ont moins. Je vois pas comment m'y opposer, ni intellectuellement, ni même en termes, de faisabilité. En revanche, si on me dit, on va faire payer les entreprises plus, les salariés plus, et on va diminuer l'âge de la retraite, là, je dis, les gars, vous n'avez rien compris. Ouais. On est à rebours de toutes les tendances majeures, et la France va à nouveau se tirer une balle dans le pied. 2 trimestres de maternité, c'est un petit peu ça, la nouveauté. On essaie de favoriser les femmes. Vous pensez que ça va justement dans le sens tout de même... là, encore une fois, c'était et les gens peu qualifiés, et les femmes qui étaient pénalisées par la réforme Fillon, qui était elle aussi trop générale. Donc là, que ce soit les femmes qui ont en général les travaux les plus précaires, les plus difficiles, les moins rémunérés, qui soient aidés, je vous interromps, Bernard. La retraite moyenne mensuelle des femmes était en 2008, selon l'INSEE, de 1102, voilà, 1000 euros, 31% de moins que celle des hommes. Donc effectivement, pas tout à fait moins cotisé, c'est pas, franchement, parce qu'elles ont moins cotisé, parce qu'elles sont moins qualifiées aussi. Oui, mais moi, je veux bien qu'on voit des inégalités partout, et celle-ci est une inégalité. Mais enfin, tout de même, je vous rappelle qu'on n'est pas dans un processus de solidarité, c'est un système contributif, et vous avez en quelque sorte quelque chose que vous récupérez à hauteur de ce que vous avez cotisé. Donc, il ne faut pas s'étonner que quelqu'un qui a moins travaillé ait une moindre retraite. Ou bien alors, on décide qu'on donne même argent à tout le monde sur une base budgétaire d'État. Là, on est dans un système social co-géré par les syndicats, et on a des droits à raison de ce qu'on a cotisé. Donc forcément, si vous avez moins cotisé, vous avez moins de droits. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit, quand même. Alors, interrogation tout de même sur le coût de la mesure, puisque pendant la campagne, on avait parlé d'un coût annuel, Bernard, de 5 milliards, donc financé par un point supplémentaire de cotisation à l'époque. Ensuite, on a parlé de 2 milliards. Maintenant, il s'agit de 3 milliards d'euros. Alors, comment peut-on être comment peut-on finalement se retrouver avec un coût si différent de ce qui a été évalué sur quelque chose qui normalement devrait se calculer à l'euro près, pratiquement, parce que c'est vraiment des tableaux démographiques, quand on regarde des carrières et des annuités qui se calculent au trimestre près. Je ne comprends pas comment on peut passer du simple au double. Je vous avoue que ça, c'est une question que j'ai envie... C'est un grand mystère que j'ai envie de se poser au service de Michel Sapin, en disant, bon, très bien, tant mieux pour vous, les gars. Vous vous retrouvez avec 3 milliards d'euros d'économie. Ils ont immédiatement décidé d'en dépenser une partie. C'est-à-dire que... Non, mais là encore, il y a un mindset, pardon de le dire en anglais, il y a une représentation... d'utiliser justement le surplus... Oui, mais il y a une représentation du monde qui est quand même très bizarre, moi je trouve. On n'a pas l'impression qu'ils aient complètement pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle on est. Honnêtement, on vous dit, vous aviez prévu quelque chose, le 3 milliards, ça va coûter 2 milliards. Si vous êtes en 1969, vous faites évidemment
évidemment la dépense correspondant autrement. Vous dites, bon, il y a de l'argent en trop, je le jette par la fenêtre, parfait. Et je fais plaisir à tout le monde, impeccable. Mais nous sommes en 2012. C'est-à-dire qu'en gros, tout va mal. Et donc, les types qui récupèrent 1 milliard et qui disent, bon, on va essayer de le dépenser autrement, ne sont pas complètement conscients de l'état du monde, me semble-t-il. Pour vous, il fallait l'utiliser comme cagnotte. Mais il fallait en tout cas, parce que là encore, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, Stéphanie, c'est qu'on nous dit que tout ça va être financé à partir de 2017. C'est très technique, je suis pas certain d'avoir tout compris, je vous le dis tout de suite. Mais on nous dit que ça va rentrer en vigueur en novembre cette année, novembre 2013. mais que les mesures de financement arriveront en 2017. Je suis pas spécialiste, mais je crois comprendre que si on n'encaisse pas au moment où on commence à décaisser, il va y avoir un trou. Donc comment tout ça est bouclé, je suis pas sûr de comprendre. 2 milliards d'économies vont aider à combler ce trou. Oui, acceptons-en l'augure. Acceptons-en très optimiste. Voilà, ça reste flou tout de même sur le coût. On ne sait pas très bien combien ça coûtera au final, hein, ça c'est certain. Alors, un mot tout de même sur les loyers, le décret du flot, modalité de blocage. Alors là, ça serait pour la fin juin, avec blocage des loyers à la relocation, sauf si travaux de la part du bailleur. Alors qu'en pensez-vous, Bernard Maris? Est-ce que ça va faire baisser les loyers, effectivement, que de les encadrer? Il va y avoir Oui, ça va les bloquer de toute façon. Donc ça va bloquer aussi la construction et ça va bloquer effectivement l'investissement locatif. Donc le problème des loyers, fondamentalement, c'est pas le blocage, c'est le problème de l'offre. C'est-à-dire que s'il y a un défaut d'offre de construction, un défaut d'offre de logement, il y aura toujours des loyers élevés. Donc, à mon avis, c'est une mesure, ça aussi, provisoire. La question, c'est le nombre de logements qu'on va construire, où on va les construire et dans quelles conditions. Est-ce que ça va être c'est une mesure qui aura un impact tout de même important à court terme? À court terme, on essaie de s'aligner sur la mesure allemande, qui définit des moyennes de loyers sur des quartiers, sur des secteurs, en disant qu'il faut, pour plus de 20%, si on va au-delà de 20% au-dessus de la moyenne, eh bien, ils peuvent exercer un recours en justice. C'est pas une mauvaise mesure, mais je pense que le fond du logement en France, c'est quand même l'offre de logement, enfin, pour moi. Philippe? C'est rare qu'on soit à front renversé comme ça, et moi je pense pas qu'il y ait un problème d'offre majeure en quantité. Il y a un problème d'adéquation de l'offre à la demande, certes, en grande partie d'ailleurs, parce que les politiques publiques en France qui poussent à la construction sont indiscriminées sur le territoire. Donc on a par exemple avec le cellier et toutes ces sortes de mesures, inciter des gens à construire des appartements à Lisieux ou à Pleumeurboudou où il n'y a plus personne qui veut vivre, c'est bien dommage pour les indigènes, mais c'est comme ça. Et en revanche, c'est pas suffisamment incitatif dans les zones tendues. En gros, il y a l'Île-de-France, il y a Rhône-Alpes, il y a PACA, et il y a ce qu'on appelle la région du Genevois français, pudiquement, c'est-à-dire les frontaliers. Bon, il y a des problèmes spécifiques à des endroits précis, et ces problèmes-là sont seulement partiellement pris en compte par les politiques publiques, alors qu'en revanche, on arrose partout, et vous avez des gens qui, de bonne foi, pour faire une économie fiscale, ont acheté un appartement dans des zones où il n'y aura jamais personne qui viendra louer. Donc, il faudrait mieux recalibrer ces mesures. Alors, c'est vrai, il y a un sujet, c'est qu'il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat en France, contrairement à ce qu'on nous raconte, sauf qu'une grande partie du pouvoir d'achat est en quelque sorte mangée par le coût croissant de la construction. Donc il y a un vrai sujet, il est normal que la gauche s'en saisisse. Moi je ne suis pas choqué par cette mesure, parce que c'est vrai que beaucoup de propriétaires, entre les locations, faisaient des augmentations qui étaient très spectaculaires. C'est une mesure très dirigiste, très rigide, pas géniale intellectuellement. On peut sûrement faire mieux, mais qu'au moins pendant un temps, une équipe de gauche qui arrive au pouvoir sur une problématique si vive fasse quelque chose, je ne suis pas révolté, et ça devrait marcher au moins un temps. Il faudrait aller plus loin, il faudrait faire plus intelligent. Le libéral que vous êtes n'est pas révolté. Ça c'est bien. On conclut. Oui, pour dire que par exemple à Berlin, les loyers sont beaucoup plus faibles. Beaucoup plus faibles qu'à Paris. Pourtant, les Allemands sont aussi riches que les Français, même plus riches. Donc vraiment, il y a quand même un petit problème. La démographie différente. Et puis c'est vrai qu'il y a eu énormément de construction. Il n'y a pas eu de spéculation immobilière en Allemagne. Et voilà, il n'y a pas de spéculation immobilière en Allemagne. Merci Philippe, merci Bernard, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous sur France 24.